Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Le Dev. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous avez été lauréat du second prix IRD Recherche Sud en 2010 pour vos travaux sur la biodiversité et les changements globaux dans les Andes tropicales. Vous avez été membre élu du conseil scientifique de l'IRD de 2012 à 2016. Vos travaux ont débouché sur la création d'un réseau international de recherche pour l'innovation pour le contrôle des ravageurs de cultures couvrant l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. J'adore ces titres de chercheurs scientifiques. Olivier Dangle, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de la Fête de la Science, qui a pour thème cette année le climat, vous venez présenter votre regard sur le dérèglement climatique grâce à 2 ouvrages édités chez IRD Éditions et co-signés avec François Nowicki et mis en page par Belen Menap. Le premier, Natura Maxima, présente la diversité et les multiples interactions à l'origine du fonctionnement des écosystèmes. Le second, Une autre terre, est un lexique avec les différents termes liés au changement climatique. Ces ouvrages sont illustrés par de magnifiques photos. Mais tout d'abord, présentez-nous, qu'est-ce que l'IRD ? Alors, l'IRD, c'est, vous savez, le paysage académique français est un petit peu morcelé. On a des fois du mal à s'y retrouver entre le CNRS, l'INRAE, le CIRAD, les universités, etc. L'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement qui travaille plus particulièrement dans les pays du Sud, donc méditerranéens et intertropicaux. D'où le fait que moi, j'ai travaillé particulièrement dans les Andes tropicales, donc Colombie, Équateur, Pérou et Bolivie. Comment travaillez-vous pour constater en fait les modifications de la biodiversité et sur quelle échelle de temps ces constats se mesurent ? Alors c'est intéressant effectivement de travailler sur cet aspect du changement climatique. Alors les changements sont tellement rapides à l'heure actuelle qu'on peut même les étudier dans une vie de chercheur. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, et je pense que vous aussi, vous avez vu les changements qui sont passés. Je pourrais très bien commencer à étudier il y a 10 ans, et puis je verrai déjà les changements, parce qu'on est vraiment dans une phase exponentielle de ces changements. Mais les chercheurs essayent quand même d'avoir des chronologies qui dépassent un petit peu leur durée de vie. Donc on a plusieurs trucs pour faire ça. On peut soit aller chercher dans des archives. On l'a fait, par exemple, notamment dans les Andes tropicales. On a des anciens explorateurs, comme Humboldt, par exemple, qui a près de 300 ans, a lui-même été chercher des plantes, etc. Donc on arrive à revenir sur les pas de ces anciens explorateurs, aller derrière eux, trouver où ils ont collecté, etc. et avoir une image de la diversité des plantes, dans le cas de Humboldt par exemple, 220 ans après, pour voir comment ça a changé. Donc c'est une manière de faire, c'est-à-dire que on est chronologique, on va voir le passé, on peut faire aussi dans des collections qu'il y a dans les musées ou dans d'autres, on peut regarder aussi dans des couches sédimentaires ou des choses comme ça pour voir comment ça a évolué. Et ensuite, une autre manière, un autre truc qu'on a nous, notamment en étudiant les glaciers, puisque j'ai beaucoup étudié en fait les zones englacées sous les tropiques. Il y a aussi des glaciers sous les tropiques. Quand on monte au-dessus de 4500 mètres, l'Équateur par exemple, c'est un tout petit. Alors vous connaissez peut-être les Galapagos. Voilà, les Galapagos appartiennent à l'Équateur. C'est un pays qui va de 6300 mètres au niveau de la mer. Et donc il y a des glaciers sous les zones tropicales. Et en fait, ces glaciers, comme vous le savez, quand ils régressent, ils laissent derrière eux ce qu'on appelle des moraines. C'est donc des indicateurs en fait de temps, et on peut utiliser ces moraines pour voir où ils étaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, 200 ans. Et nous, en allant voir comment les plantes, les insectes, etc. commencent à coloniser ces fronts glaciaires, on arrive à mesurer aussi les effets de ces changements climatiques. Donc voilà, on a des petits trucs en tant que chercheur pour essayer d'aller dans le temps, d'avoir des sortes de capsules temporelles, soit directement avec des archives ou sur le terrain. Et sur vos ouvrages, vous mettez en avant de magnifiques photos qui serviront peut-être de témoignages dans quelques années. Vos ouvrages sont essentiellement avec des textes courts, relativement et même plutôt accessibles au grand public. Ces ouvrages sont-ils des extensions de vos recherches pour diffuser vos travaux auprès du grand public ? Comment se travaillent aussi ces ouvrages qui ont cette particularité ? Photos, textes courts. Ouais, c'est une bonne question effectivement. Souvent on voit le fait d'écrire un livre, surtout quand on est scientifique, c'est pas notre travail entre guillemets, donc on le voit comme quelque chose qui vient après. Moi, je l'ai vraiment pris comme étant un travail en soi, c'est-à-dire avoir une réflexion sur comment on fait passer des messages. Alors j'ai la chance d'avoir vécu déjà pendant plus d'une dizaine d'années dans les Andes tropicales avec une facilité de pouvoir prendre des photos, etc. Donc c'est quelque chose qui me plaît depuis que j'ai 20 ans. Je fais de la photo animalière. J'ai eu la chance d'être ami avec François Nowicki qui lui a pris les premières photos sur les genoux de son père qui était photographe nature, etc. Donc j'ai appris avec lui aussi. Et donc on a un outil qui est la photographie qui
permet de faire passer des émotions. Et finalement, c'est un outil qui marche de 6 mois à 99 ans, quoi. C'est vraiment un outil universel. Et donc, on commence en fait par ce niveau de lecture, c'est-à-dire l'accroche, voilà, d'une photo comme celle du lézard là ou celle de la chouette sur l'autre livre. Et à partir de ça, on essaye d'amener le lecteur vers plusieurs niveaux de lecture. Donc, on a la première accroche qui est la photo. Finalement, la photo, n'importe qui peut y aller. Alors, c'est un petit peu je dirais le piège de ce type de livre qu'on appelle des beaux livres, entre guillemets, c'est de rester au niveau de la photo, c'est joli et point trait. Et après, on essaye d'accrocher le lecteur. Alors, il y a eu plusieurs trucs. Hein. Dans Natura Maxima, on a eu un texte un peu gros. Ce qu'on a fait dans Une autre terre, c'est d'avoir une citation. Les citations, souvent, ça marche bien. Donc, les gens lisent les citations. Et on a des citations très éclectiques, depuis Mourinho, l'entraîneur de football, jusqu'à Zola, en passant par Avatar. Voilà. Le but du jeu, c'est de toucher plein de gens. Et puis ensuite, on les attire un peu plus vers un texte un peu plus scientifique, mais vraiment vulgarisé, abordable. Et finalement, on a les références bibliographiques, on peut aller plus loin. Donc c'est le but du jeu, d'essayer d'attirer petit à petit le lecteur, de l'accrocher par la photo et de l'amener petit à petit à se cultiver, entre guillemets, sur ces concepts qui sont des fois un petit peu ardus, et la photo permet en fait de faire passer la pilule. Vous dites dans Natura Maxima que les espèces d'un écosystème sont comme les rivets d'un avion. En enlever quelques-uns n'est pas forcément dramatique, mais en supprimer régulièrement risque de poser de sérieux problèmes. À combien de rivets en sommes-nous ? Ouais, alors ça, c'est une image qui est pas de moi, c'est de Paul Ehrlich, qui est un écologue américain en Californie, qui effectivement, je pense que c'est bien vu, son illustration, il prend dans son livre vraiment toute l'histoire, c'est-à-dire qu'il se met même dans l'aéroport et puis il demande à un passager s'il accepterait de monter dans un avion s'il manquait un seul rivet. Et c'est vrai, alors nous, ceux qui ont pris l'avion ont tout de suite vu, là, il y a des quantités invraisemblables de rivets sur une aile d'avion quand on le voit à travers le hublot. Et on peut se dire, s'il en manque un, c'est pas vraiment grave. Mais quand on est dans l'avion, rien que le fait de savoir qu'il en manque un, entre guillemets, ça nous ferait flipper, alors qu'on sait qu'il y en a des milliers sur un avion. Et donc, alors, combien de rivets ? Alors, on sait qu'en fait, les rivets n'ont pas tous la même valeur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des espèces, en fonction d'où elles sont placées dans la chaîne trophique, qui vont avoir des impacts plus ou moins importants si on les enlève. Par exemple, toutes les espèces qui sont placées assez haut dans la chaîne alimentaire, comme les prédateurs assez importants, dès qu'on les enlève, ça a des conséquences en cascade sur toute la chaîne alimentaire. Et puis, on a d'autres espèces qui peuvent être remplacées, entre guillemets. Donc, c'est tout un champ de recherche qui est étudié à l'heure actuelle, c'est-à-dire le rôle de la biodiversité et comment la diversité des espèces permet ou non la stabilité des systèmes. Mais effectivement, c'est un grand enjeu de savoir à partir de quand le fait d'enlever des rivets va avoir un impact pour nous. Donc, quelquefois, on a des pollinisateurs, par exemple. Si on perd un pollinisateur, on voit que, typiquement, au Japon, il y a la perte de certains pollinisateurs où maintenant on est obligé de polliniser certains des cerisiers, par exemple du Japon, à la main, parce qu'on a perdu ces pollinisateurs. Donc, on voit que là, il y a un effet très important. Et puis, dans d'autres cas, des extinctions moins connues n'ont peut-être pas eu vraiment d'impact, on va dire, pour nous, parce qu'elles ont été remplacées par une espèce qui était un peu plus proche. Donc il n'y a pas vraiment de réponse, on est en train encore d'essayer de chercher, mais en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est le fait que le rivet nous permet de nous mettre à la place un peu de quelqu'un qui n'est pas sur la planète, mais sur un avion, et finalement, notre planète, elle tient grâce à tous ces rivets qui sont ces espèces, tout comme l'avion tient par tous ces rivets mécaniques, je dirais, qui tiennent les ailes. Donc on a toujours besoin, pour se mettre dedans, de penser à nous, entre guillemets, de savoir ce qui peut nous arriver à nous. Vous disiez cet après-midi au lycée, parce que vous avez fait une rencontre avec les lycéens. Oui, qui était super d'ailleurs. Ouais, et vous disiez que même dans l'échelle d'un chercheur, il y a des espèces qui apparaissent ou disparaissent, on n'a pas tout découvert. Est-ce que justement, dans cette chaîne alimentaire, ces espèces sont juste un rivet qui est peut-être remplacé ? Oui, c'est mes collègues notamment d'Équateur qui ont publié il y a une vingtaine d'années un article qui s'appelait 8 nouvelles grenouilles, entre parenthèses, éteintes d'Équateur. Donc ça veut dire qu'en fait, alors déjà, il faut voir que dans un pays comme l'Équateur, quand j'ai publié ce livre, parce que c'est une réédition en fait qui a été publiée il y a 10 ans, quand je l'ai remise à jour, il y avait à peu près 450 grenouilles connues en Équateur à cette époque-là, donc 450 espèces dans un pays qui est à moitié de la France. En France, tous les amphibiens, c'est même pas un dixième de tout ça. Et maintenant, 10 ans après, il y en a 800. Donc on a découvert 400 nouvelles espèces de grenouilles. C'est pas voilà.
juste en 10 ans en Équateur. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espèces à découvrir et du coup il y a beaucoup d'espèces qui attendent dans les musées d'être découvertes. C'est-à-dire qu'on fait des échantillonnages dans les montagnes, dans des endroits très reculés. Il faut voir que c'est très montagneux l'Équateur, donc souvent il y a ce qu'on appelle de la spéciation, c'est-à-dire que les espèces vont être un petit peu isolées dans certaines vallées et du coup elles vont avoir des caractéristiques morphologiques, etc., qui vont les différencier d'autres espèces. C'est cet isolement qui va permettre ça. Et du coup les chercheurs vont se balader, collectent des espèces, les gardent dans les musées et il y a une longue queue en fait à qui le tour d'être identifiés. Et donc là, ils sont venus sur des grenouilles qui avaient été collectées 20 ans à l'avance. Ils les ont décrites et ils se sont aperçus qu'ils n'arrivaient plus à les trouver. Donc le taux d'extinction va tellement vite, c'est tellement des milieux qui sont sous pression et c'est des populations tellement petites qu'on en vient effectivement à décrire des espèces à une date T qui, on suppose, sont déjà disparues. Alors quel est leur rôle après? La plupart du temps, on ne le sait pas. On donne un nom à ces espèces, mais on ne sait pas vraiment le rôle qu'elles avaient dans le système. Et ça, c'est assez compliqué à mettre en évidence. Alors, une réflexion justement sur la notion de l'emprise de l'homme sur notre planète. Dans la préface du livre Une autre Terre, vous citez Pierre Rabhi qui pose cette évidence que nous avons tous tendance à négliger. Avons-nous besoin de la nature? La réponse est oui. La nature a-t-elle besoin de nous? La réponse est non. Ne s'agit-il pas... Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement il y a toujours ce débat sur a-t-on besoin, la nature a-t-elle besoin? Alors elle n'a pas besoin, je dirais, pour exister sur Terre, mais il y a quand même des écosystèmes et des agrosystèmes, notamment dans certains pays. Alors, j'étais en Toscane, par exemple, cet été. C'est quand même un système qui a été façonné par l'homme, où il y a d'autres milieux, par exemple, qui se ferment quand il n'y a pas de pâturage et qui ont un impact, en fait, sur la biodiversité. Il y a certaines espèces d'orchidées, par exemple, qu'on retrouve en France seulement parce qu'il y a du pâturage. Et donc, il y a finalement une coévolution très douce, en fait, très intéressante entre les hommes et la nature dans certains milieux qui font qu'on arrive à trouver quand même un patrimoine naturel extrêmement riche, extrêmement particulier parce qu'on a une interaction avec l'homme. Donc la nature n'a pas besoin de nous, entre guillemets, mais c'est vrai que dans certains milieux, il ne faut pas noircir non plus, je pense, la face, parce que l'homme, c'est pas que mettre des routes pavimentées, etc. C'est aussi, quelquefois, une intelligence, une coexistence qui existe. Et ça, il faut aussi le dire, parce que c'est un peu l'espoir. Sinon, voilà. On est aussi une espèce parmi d'autres. Et... Voilà, exactement. Et certains arrivent, quand on parle de biodiversité, par exemple, une assiette de fromage, c'est de la biodiversité. Voilà, c'est toute la diversité qu'on a pu créer à partir de races de vaches. Alors, c'est une biodiversité qu'on peut aimer ou non, mais en tout cas, ça fait partie aussi de cette compréhension qu'on a de la diversité sur Terre. Et cette compréhension, elle est liée à la spéciation des espèces, donc quelque chose qui est purement organique et qui se fait au cours des âges. Mais il y a aussi quand même une diversité de races, de cultures, d'interactions avec les écosystèmes qui est basée sur ce qu'ont fait les hommes aussi au cours des âges et qui est aussi extrêmement intéressante à étudier. Donc ça viendra aussi sur une autre citation que vous mettez dans votre ouvrage, c'est celle de Cicéron, mais qui vient aussi s'appuyer sur l'emprise de notre histoire, celle de la Genèse, qui disait déjà à l'époque « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Bref, des paroles pas très écolo. Vous citez aussi Cicéron. Est-ce que cette habitude de l'emprise de l'homme sur l'environnement n'est pas contrecarrée aujourd'hui, malgré 2000 ans d'histoire ou plus? Ouais, alors là, je pense que ça dépend beaucoup des cultures. Je pense que alors il y a beaucoup d'écrits sur cette relation entre homme et nature, et je suis pas, je pense, le mieux placé. Hein. Vous avez ici des ouvrages, notamment de Valérie Chansigo, je pense à elle parce qu'elle a beaucoup écrit là-dessus, et d'autres personnes. Ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple en termes de religion. On a aussi un chapitre là sur les religions où finalement il y a eu des écrits dans les années 60 pour essayer de voir quelle était la part finalement de la religion dans la relation qu'on a avec la nature. Et notamment les religions monothéistes, aussi bien islamiques que chrétiennes, qui dans leurs textes disent à l'homme, voilà, la planète est là, en gros fais-en ce que tu veux, voilà, servez-vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été traité en disant, c'est soit servez-vous et asservissez-la, etc. Et puis il y a une autre lecture qui est prenez-en soin. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment on peut se placer par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'était intéressant que le pape écrive son Laudato aussi, parce que c'était vraiment la première fois où on avait l'Église qui prenait position par rapport à ça. Et donc, sur cette relation assez ambiguë entre l'homme et la nature, la domination ou non. Un autre exemple que j'ai regardé assez récemment, c'est par exemple les traces de mains dans les grottes. Justement, aujourd'hui, on était au musée de paléontologie. On a vu ces hommes qui vivaient. Il y a beaucoup de grottes ici dans la région.
Et donc, vous savez que des fois, on voit des mains avec pochoir, et donc on voit aussi beaucoup de peintures rupestres avec des animaux, des chasses, etc., où on voit un petit peu la domination de l'homme. Donc, c'est l'aspect toujours un peu top-down de l'homme qui a sa hache, sa machette, etc. Et en fait, il y a une étude à la fin... au début des années 2010, qui a fait des études sur ces mains d'hommes. Est-ce qu'on pouvait savoir si c'était des mains d'hommes ou de femmes, finalement? Et donc, on peut arriver à voir, il y a des études qui ont été faites assez intéressantes sur la forme des mains entre les hommes et les femmes, et notamment les rapports entre les tailles des doigts. Donc, notamment, il y a des différences entre l'index et l'annulaire. Et donc, il y a des études qui ont été faites, et on s'est rendu compte qu'il y aurait environ 70% des grottes dans lesquelles sont peintes des mains qui sont en fait des peintures de femmes. Et typiquement, quand on parle de la relation homme-nature, entre une relation dominante qui est plutôt une relation mâle, entre guillemets, de chasseur, on peut aussi lire une relation homme-nature qui est sur justement cet aspect plus de prendre soin, c'est-à-dire une nature qui nous aide à élever notre famille, et sur laquelle on est redevable, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant de savoir comment on se place par rapport à ça, si on est plutôt dans la domination. Mais c'est vrai qu'on a eu des grandes figures, Cicéron, après on a eu Buffon en France, qui était quand même très important. Et Buffon, c'est vrai que sa vision, c'était très top-down. C'était l'espèce humaine est tout en haut, et la nature, et quand on relit Buffon, ça fait froid dans le dos. Alors que c'est quelqu'un qui a vraiment été très... avec une influence extrêmement grande sur les penseurs, ensuite les naturalistes en France. La relation est assez différente quand on va aux États-Unis, ou même en Angleterre, mais surtout aux États-Unis, où on a une relation notamment entre les académiques et les naturalistes un peu différent, parce que aux États-Unis, on était dans le Far West, on était en contact beaucoup plus avec la nature, on était moins dans l'aspect très modifié avec les marais qu'on a asséchés, etc. En France, voilà, on a toujours une relation un petit peu dominante quand même, alors qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays avec des grands espaces, on a réussi peut-être à avoir des relations un peu plus équilibrées. Dans le livre Une autre terre, vous illustrez le thème du climat, mais c'est aussi un véritable lexique. Vous dites un lexique illustré pour une nature à protéger, c'est le sous-titre du livre. Il est magnifiquement illustré par vos photos. Et vous citez dans l'avant-propos Ecolitari, qui est une structure américaine, ou les petits débrouillards en France, comme approche scientifique. Quelle a été l'approche éditoriale en fait pour la conception de ce livre? Est-ce que ça rentre dans cet état d'esprit, et quel est-il? Alors, en fait, une supposition de ce livre, c'est quand notre relation avec la nature vient du fait aussi qu'on la connaît pas. Et qu'on est resté peut-être sur des classiques qu'on apprend à l'école, qui sont un petit peu dépassés sur comment fonctionne un écosystème, comment fonctionne la nature, avec cette vision des pyramides écologiques, quelque chose qui est un petit peu loin de nous. Et l'idée, c'était justement d'aller, alors ce qu'on appelle l'eco-literacy, qui est le fait d'avoir une alphabétisation écologique, c'est-à-dire qu'on doit un peu mieux comprendre ce qui se passe. Typiquement, voilà, les points de rupture. C'est un concept qui est très important maintenant pour essayer de comprendre la dynamique des systèmes. C'est-à-dire que c'est pas des systèmes linéaires, mais c'est des systèmes qui tout d'un coup ont de la rupture. C'est la science qui montre ça de plus en plus. Ou la résilience, ou comprendre la pollution sensorielle qu'il y a dans les villes. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites anecdotes entre guillemets pour comprendre le monde. Et donc l'idée, c'est il faut essayer de mieux comprendre ça pour avoir un jugement un petit peu, ou du moins réaliser ce qui se passe autour de nous. On l'a vu tout à l'heure avec les jeunes du lycée de Lodève, qui étaient là et qui apprenaient de nouveaux concepts, qui les regardaient différemment, pour aussi les aider à avoir leur propre jugement sur ce qu'ils font, leur propre valeur agitée, de comprendre un écosystème, quelle est sa dynamique, comment je me positionne par rapport à ça. Donc c'est un petit peu le pari de devoir. Je pense qu'une des raisons de la crise environnementale, c'est le fait que, premièrement, on est moins connecté à la nature, mais aussi on essaye de moins connaître et de moins comprendre ce qui est en train de se passer. On n'a pas forcément tous les outils pour la comprendre. Justement, parce que là, un lexique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de nommer les choses pour les comprendre. Il y a de nouveaux mots qui sont apparus, par exemple pour illustrer les modifications qui ont été faites. Dès le 19e siècle, les scientifiques prennent conscience de l'influence des activités humaines sur la planète. Et en 2002, alors j'ai bien noté, s'il me semble-t-il, dans votre ouvrage, en 2002, le prix Nobel de chimie qui propose le concept d'anthropocène. Voilà, ce qui est un mot à expliquer. Donc, votre ouvrage, là, il est composé de trois grands chapitres. Et après, comment vous les avez organisés avec justement des mots à découvrir? On pourra illustrer celui justement d'Anthropocène et bien d'autres. Ouais. En exemple.
Oui, alors, quand on a fait Natura Maxima, donc c'est vrai que c'est un regard d'écologue émerveillé par une nature en Équateur qui est le pays à la plus forte densité de diversité au monde. Donc ça a été fait notamment pour la décennie de la biodiversité. La préface a été écrite par un anthropologue et il me disait j'espère que dans ton prochain livre on verra des humains. Et c'est vrai que quand on est écologue, on a tendance à aller plutôt vers ces milieux reculés. Moi-même, et d'ailleurs il y avait une étude qui a été faite il y a une dizaine d'années où il y avait 90% des publications écrites par des écologues, donc des scientifiques qui travaillent en écologie, qui étaient faites sur moins de 10% du territoire. C'est-à-dire qu'on a tendance, nous, à aller, typiquement dans les Cévennes, en haut des glaciers, dans les endroits où c'est peu perturbé, parce qu'on est à la recherche aussi, nous-mêmes, d'endroits extrêmement sauvages dans lesquels on a l'impression qu'on va arriver à décrire les mécanismes tels qu'ils existaient avant, etc. Et donc, on a ce besoin petit à petit d'aller mieux comprendre, en ville, et puis d'inclure finalement cette nature modifiée qui pour nous paraît peut-être comme une nature un peu moins intéressante à décrire, parce qu'elle a été un petit peu salie entre guillemets par les humains. Donc, dans une autre terre, c'était un petit peu l'idée de partir plutôt justement sur cette nature moins jolie théoriquement, et ça a été un challenge justement, un défi en termes de photographie. On doit essayer de décrire la contamination plastique. Donc, comment on fait une belle photo sur de la contamination avec les poubelles. J'en ai parlé tout à l'heure avec les étudiants, où on est allé dans des décharges à prendre des photos de cigognes et à essayer de voir quelque chose de graphique avec les sachets de poubelle derrière de toutes les couleurs et puis la cigogne au milieu. C'est difficile à s'imaginer. Je crois qu'elle est là, justement derrière le livre, hein, une tête de cigogne. Et donc, du coup, c'était un petit peu un challenge d'aller là-dessus. Et donc, on l'a organisé par rapport à ça, en montrant quelles étaient les limites de cette terre, quels sont les grandes atteintes en fait à l'équilibre de la planète Terre, comment les espèces ensuite s'adaptent par rapport à ces atteintes, et là il y a pas mal de notions à voir sur l'adaptation, sur la sensibilité des espèces, pour comprendre que toutes les espèces en fait ne sont pas atteintes de la même manière, et que ça on doit le comprendre. Et ensuite il y a toute une partie sur l'être humain, c'est-à-dire notre relation avec la nature, et comprendre comment finalement le comportement, la psychologie, notre relation avec les médias, notre relation avec la religion, notre relation avec l'économie, tout ça est aussi partie intégrante du problème. Et donc on essaye d'avoir dans chacune des parties 15 mots-clés et de les comprendre. Donc ça a été écrit par moi, tous les textes, mais je ne suis pas non plus omniscient, donc ça a été relu à chaque fois par des spécialistes du domaine. Mais ça a été intéressant pour moi d'aller me mettre dans des thématiques aussi diverses que la théologie, l'économie ou encore l'écologie, qui est plus mon domaine de compétences. D'ailleurs, vous donnez différents exemples. Alors vous l'avez cité déjà, la pollution sensorielle. Vous donnez l'exemple des poissons, Kichilidés. Cyclidés. Ils lisent vachement mieux les mots, c'est compliqué, ces gens-là. Décrivez-nous en fait ce que ça signifie, pollution sensorielle, par exemple. Ouais, le cas des cyclidés du lac Victoria, c'est vraiment excellent. Donc les cyclidés, ce sont en gros vos poissons rouges que vous avez dans vos aquariums. Il y a tout un groupe de poissons qui s'est extrêmement diversifié dans le lac Tanganyika et dans les lacs du Rift africain. En fait, ce sont des poissons qui ont trouvé dans ces lacs ce qu'on appelle des niches, c'est-à-dire des environnements dont notamment les conditions lumineuses sont extrêmement différentes. Et ce sont des poissons dont la spéciation, c'est-à-dire dont le fait qu'ils vont aller vers une autre lignée d'espèces dépend notamment de la sélection sexuelle, c'est-à-dire lorsque les mâles qui ont des couleurs font leur cours aux femelles, en fait, la couleur joue un rôle important, et en fonction de la place où ils se trouvent dans la colonne d'eau ou des milieux où ils peuvent être dans le lac, qui sont des habitats extrêmement diversifiés, ils vont avoir finalement des signaux de couleurs différents, et petit à petit ça va créer des niches et des espèces différentes. Donc on trouve des centaines de poissons cyclidés dans un même lac, et donc c'est ce qu'on appelle un foyer de spéciation. Et ce qui était intéressant dans la pollution sensorielle, donc c'est une pollution en fait qui a une atteinte au sens des animaux notamment. Mais la nôtre aussi. Voilà, la nôtre aussi, exactement, les autoroutes, quand on arrive très bien à voir. Alors, il y a eu des tests qui ont été faits notamment lors du Covid, où on a écouté les oiseaux chanter, on a écouté des insectes, etc., pour voir comment c'était modifié. Et on arrive à voir, par exemple, que certains oiseaux modifient leur chant lorsqu'ils sont près d'une route ou lorsqu'ils sont pas près d'une route, etc. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau du chant, au niveau de la vision, des animaux, par exemple, qui arrivent à chasser de nuit alors qu'ils chassaient pas de nuit avant parce qu'il y a de la contamination lumineuse. Et dans le cas du lac Tanganyika, c'est en fait l'eutrophisation, c'est-à-dire l'augmentation des nutriments dans le lac, qui a fait que les conditions lumineuses ont été modifiées. Et du coup, certaines espèces qui dépendaient de certains environnements lumineux pour leur sélection sexuelle, pour bien refléter leur couleur, se trouvent dans un environnement qui est modifié. Et on a donc, du coup,
un impact possible des activités humaines sur ces espèces. Donc c'est des mécanismes, vous voyez, qui sont pas forcément évidents à comprendre. On se dit comment tout d'un coup le lien entre la lumière, le poisson, etc. Et donc moi je trouve ça assez fascinant de voir comment toutes ces modifications ont des impacts sur la pollution sonore aussi. Ça peut aller en chaîne, c'est-à-dire un oiseau qui est moins près de certaines zones où il y a beaucoup de bruit, et du coup c'était un oiseau qui était utile pour la dissémination des graines, et donc il y a des effets comme ça en boule de neige sur la dissémination de certains arbres dans cette région, seulement parce qu'il y a une entreprise qui fait du bruit. Donc on se dit waouh, c'est incroyable, il y a un impact entre le bruit et la population d'arbres qu'il peut y avoir. Donc ça c'est ce qui est étudié en ce moment, et on voit vraiment la complexité qu'il y a entre ces changements. C'est pour ça que ça s'appelle une autre terre, une terre qui est différente finalement de celle qu'on a eue, et la présence de toutes ces espèces. Différentes idées qui sont aussi évoquées dans le livre, telles que l'idée de bien commun, qui est aussi abordée, avec un chapitre que vous intitulez le dilemme du bien commun. Quel est aussi ce dilemme ? Oui, alors effectivement, c'est toute la question plus économique à ce niveau de savoir comment on se positionne par rapport à un bien commun. Il y a souvent l'impression qu'on peut utiliser un bien alors que les autres ne sont pas présents, et quel est le dilemme qu'on a entre l'utiliser soi-même et l'utiliser en groupe. Alors il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment par Orstrom, qui est je dirais la personne, l'économiste qui a beaucoup travaillé sur les biens communs et qui essaye de comprendre justement la dynamique des groupes autour de la gestion de ces biens communs, et qui a mis notamment en évidence l'importance de la taille du groupe pour qu'il y ait de la confiance, pour qu'il y ait de la communication entre les personnes, pour utiliser au mieux ces biens communs. Donc on continue en fait à avoir des travaux là-dessus. Alors ça dépend du bien. Est-ce qu'on doit mettre de la police entre guillemets pour l'utilisation des biens, ou est-ce qu'on arrive à faire quelque chose en bonne entente? Ça dépend du bien. Par exemple, il y a des biens. Il y avait un aspect assez intéressant. Vous vous rappelez sur le dilemme de Mbappé et des joueurs du PSG qui utilisent qui utilisent l'avion pour aller participer au match de foot. Et donc tant que c'est un bien entre guillemets, voilà, ils sont riches, mais bon, ça a pas d'impact, il y a pas d'importance, on accepte l'inégalité. Par contre, tout d'un coup, ils ont une action qui quelque part a un impact sur notre bien commun, qui est l'air et qui est la qualité de l'air. Et là, du coup, on a des tensions qui s'installent, parce qu'on sent que c'est quand même un bien, on a tout le monde, et à la rigueur, qu'il soit riche sans qu'on s'en rende compte et sans que ça ait atteinte à notre bien commun, ça va. Mais tout d'un coup, il y avait ces inégalités qui étaient là, avec en plus, ils ont rigolé sur le fait qu'il puisse y aller en avion, mais on s'est senti concerné parce que justement, il y avait une atteinte à un bien commun qu'on ne sent pas forcément comme ça, mais finalement, on a bien conscience que tout ce qui est lié au changement climatique, à la pollution de l'air, la pollution de l'eau, c'est quelque part un bien commun qu'on a, et dès qu'on y porte atteinte, c'est quelque chose qui nous touche aussi. Alors pour aller sur un côté un petit peu anecdotique, on en discutait tout à l'heure, vous avez au cours de votre carrière traîné en Équateur. Et justement, vous avez été confronté à l'idée de mesurer quelle était la plus haute montagne. On en parlait tout à l'heure. Alors, quelle est la plus haute montagne sur Terre ? On la pose au public, la question ? Allez. Bon, le micro est ouvert. Alors, c'est la chaîne de montagne, l'Himalaya. Surtout, la question, c'est quel est le repère pour mesurer en fait la hauteur ? Voilà, quelle est la plus haute montagne ? Donc, dans le mot « quelle est la plus haute montagne », le mot le plus important, c'est « haute ». Alors d'après vous, on peut mesurer comment cette hauteur ? Exactement. Alors il y a déjà deux. Alors il y en a une troisième, mais il y en a au moins deux. Soit au niveau de la Terre déjà. Donc c'est au niveau de la Terre, c'est l'Everest, donc c'est en Himalaya. Au niveau des mers, par contre, c'est un volcan à Hawaï qui, depuis le niveau de la mer, donc du fond de la mer, fait, je crois, 9 ou 10 km de hauteur quand il est mesuré depuis le niveau de la mer. Donc on voit là qu'en fonction du repère, on a déjà deux montagnes différentes. Voilà, au niveau du fond marin. Voilà, pardon, je suis désolé. Au niveau du fond marin. Voilà. Donc quand on prend au niveau du fond marin, qu'on regarde la montagne, vous enlevez toute l'eau en fait. Voilà. Si on enlève toute l'eau, si on enlève l'eau, tout d'un coup, on marche en fait sur aussi les fonds océaniques. Et puis la plus haute montagne qu'on aura à gravir, finalement, c'est un volcan qui se trouve près d'Hawaï. Mais il y a encore une autre manière de mesurer la hauteur. Je veux dire, par rapport à quel référentiel ? Donc on a vu que ça pouvait être le niveau de la mer, on a vu que ça peut être l'écorce terrestre finalement, c'est-à-dire y compris les fonds marins. La distance Terre. Ouais, mais on est là-dessus en fait. Ben voilà. Alors quel est le sommet qui est le plus proche des étoiles ? C'est un petit peu la même chose. Parce que finalement, quand on mesure, imaginez bien la Terre. Voilà, c'est mon micro, et on doit mesurer le sommet qui est le plus proche des étoiles. Du coup, quel est le repère qu'on prend ? Ouais, alors, comment est la Terre déjà ? Est-ce qu'elle est comme mon micro ? Est-ce que vous savez quelle est la forme de la Terre ? Ah ouais, mais elle est... Ouais, mais elle est comment un peu ovalistique ? Dans quel sens ? Penchée. Non, vous m'avez dit ovalistique, pas penchée. Alors, elle est penchée, effectivement, mais...
Dans quel sens elle est ovale? Le grand diamètre, c'est l'équateur. Alors, il y a combien de différences? Est-ce que vous savez? C'est-à-dire, si on prend un rond, d'accord, et si on regarde l'équateur. Donc, effectivement, la Terre, elle est un petit peu comme ça, aplatie. Voilà, aplatie au pôle et plus large plus long au niveau de l'équateur. Il y a combien de différences? Est-ce que vous avez une idée? Par rapport à ce qu'on devrait, si on imagine un rayon qui est complètement égal, de combien est le diamètre un peu plus grand? Ça vous avez une idée? C'est quoi beaucoup? Et par rapport à quoi? Là, on dirait une réponse des lycéens de tout à l'heure. Hein. Ça rajeunit, certes. C'est 20 km. C'est 20 km de plus quand on est au niveau de l'équateur. Mais par contre, imaginez-vous donc un sommet qui est posé au niveau de l'équateur, juste au niveau de l'équateur. Du coup, par rapport à un sommet qui serait complètement au pôle Nord, il a déjà 20 km de plus, il est déjà 20 km plus loin que le centre de la Terre, et du coup 20 km plus près des étoiles. D'accord ? Et donc si on va en équateur, donc juste au niveau de la ligne équatorienne, on se retrouve avec un sommet qui mesure 6300 mètres, qui est le Chimborazo. Donc il mesure que 6300 mètres par rapport aux 8800 et quelques de l'Everest. Par contre, il se trouve... Par rapport au niveau de la mer, voilà. Il mesure 6300 par rapport au niveau de la mer. Par contre, quand on le mesure par rapport au niveau de la Terre, alors je me rappelle plus exactement au centre de la Terre. Ouais. Pardon, mais c'est moi-même qui suis pas très précis, désolé. Ouais, soyons précis. Ben, du coup, il a 20 km de plus et il se retrouve être la montagne la plus éloignée du centre de la Terre, donc la plus haute montagne, entre guillemets, ou en tout cas, la montagne la plus proche des étoiles. Alors, ça dépend quand on mesure aussi, mais quand... Voilà, à quel moment il passe, etc. Ou la montagne la plus proche du Soleil, en tout cas, dans sa rotation autour du Soleil, la Terre, à un moment donné, a un point qui est le plus proche du Soleil, et ce point, c'est le Chimborazo. Et voilà, donc le Chimborazo est la montagne la plus près du Soleil, ou la plus haute, ou la plus éloignée du centre de la Terre. Après, sur différents thèmes, l'eutrophisation. Alors on a parlé un petit peu tout à l'heure hein, avec les cyclidés, donc ces poissons qui ont vu finalement leurs signaux sexuels un petit peu modifiés dans cette eau qui était un peu plus turbide. Je pense que vous êtes tous un petit peu confrontés à ça hein, dès qu'on laisse certains... Bon, on entend beaucoup parler avec les élevages porcins, par exemple, et ces marées vertes qu'il peut y avoir au niveau de la Bretagne. Donc en fait, c'est des affluents, notamment en nitrate et en sulfate, qu'on retrouve notamment dans les fesses animaux qui enrichissent. Donc eux, trophes, c'est la vraie nourriture, c'est bien nourri, et donc effectivement, quand certains écosystèmes sont un peu trop nourris, eh ben, on va avoir, notamment dans les écosystèmes aquatiques, c'est là où ça pose le plus grand problème, même si ça peut aussi poser des problèmes dans les prairies, par exemple, qui sont très eutrophisées, donc on va trouver certaines plantes qui aiment beaucoup l'azote, mais ça se trouve beaucoup dans les systèmes aquatiques parce que cette prolifération d'azote fait qu'on a une prolifération d'algues, une diminution de l'oxygène notamment. Ça à côté, hein, voilà, vous avez ça à côté. Donc typiquement, c'est un des mots, je dirais... Clé. Ouais. Après, en échangeant tout à l'heure, vous me parliez du pare-brise. Ah, l'effet pare-brise, oui. L'effet pare-brise. Voilà. Et on racontait ça parce que justement, donc cette histoire de l'Everest ou du Chimborazo, voilà, quand ça s'est su, alors on le savait déjà avant, mais comme on a été remesuré de manière centimétrique la hauteur du Chimborazo, on l'a remis au goût du jour. Et le New York Times m'a appelé à l'époque quand j'étais en Équateur pour me dire mais c'est quoi cette affaire? Et donc on parlait un petit peu de la divulgation scientifique qui va d'un journal très élitiste aux États-Unis comme le New York Times jusqu'aux grosses têtes. Voilà, j'ai donné une interview dans un journal, c'est Le Parisien, je crois, il y a 2 ans, et je parlais de l'effet pare-brise. Donc voilà, c'est le fait d'aujourd'hui n'avoir plus le besoin finalement de nettoyer son pare-brise quand on fait des longues balades dans la campagne, parce qu'effectivement il y a beaucoup moins d'insectes, et ça a été posé aux grosses têtes le lendemain avec voilà une question de l'IRD, qu'est-ce que l'effet pare-brise? Et donc les grosses têtes se sont amusées à essayer de comprendre ce que c'était. Dans l'ouvrage aussi, là, vous analysez les différentes représentations de la nature, et essentiellement dans les médias, et vous dites que la nature, elle est souvent représentée comme un produit visuel et non pas comme un environnement de vie. Qu'est-ce que cela induit comme biais de raisonnement? Oui, alors c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis assez longtemps parce que, alors c'est vrai que moi je suis né, je suis pas né, mais j'ai vécu pendant très longtemps à quelques dizaines de kilomètres d'ici en Aveyron, pas très loin du Lévézou et de la terre de Jean-Henri Fabre. Donc j'ai été connecté très petit à la nature et je me suis dit qu'est-ce qui se passe avec les jeunes quand on regarde en fait les blockbusters ou ce qui marche bien à la télé, il y a souvent beaucoup d'animaux.
Les livres, voilà, toi tu es dans une librairie, tu dois te rendre compte que ça marche assez bien, les bébés animaux, etc. Le blockbuster qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est Avatar. Il y a le tome 2 qui arrive. Il y a le tome 2 qui arrive, donc c'est quand même l'histoire de la planète, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. L'histoire derrière, c'est l'histoire de l'exploitation des ressources, de la connexion avec la nature. Moi, j'ai trouvé assez fabuleux dans le livre cette tresse que les peuples autochtones se mettent pour rentrer en connexion, hein, avec notamment de comment on apprend à voir la nature. On lui dit tu peux pas apprendre à voir la nature. Voilà, donc je trouve qu'il y a quand même des messages qui passent très bien. Il y a aussi Planet Earth, hein, qui est ce blockbuster de la BBC, qui est la série qui était la plus vue aux États-Unis. Donc plus de 150 millions de personnes ont vu Planet Earth, et pourtant on reste complètement déconnecté. C'est-à-dire que pour nous, c'est un produit visuel, c'est un spectacle. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, notamment sur qu'est-ce qui est montré. Il y a beaucoup des actes de prédation, par exemple. Donc, c'est encore une fois la loi du plus fort, etc. Mais ce qui marche souvent, là, dans Frozen Planet, qui vient de sortir aussi, Frozen Planet 2, on voit des choses spectaculaires sur la chasse des orques, aux phoques, etc. C'est des choses, mais ça reste toujours sur du spectacle, et ça reste sur une certaine manière de voir la nature, et ça reste un produit visuel, finalement. Et donc, ce qui nous manque, c'est vraiment le fait de plus nous connecter à ça et de nous-mêmes pouvoir voir ça. On a tendance à le voir comme quelque chose auquel on se connecte pas. Moi-même, quand j'étais petit, quand je voyais des lions, des éléphants à la télé, j'avais du mal à me connecter. Et un jour, on m'a offert à mon anniversaire, je me rappelle, un livre sur les réserves africaines. Et j'ai regardé dans le livre, il y avait les endroits spécifiques et où je pouvais les voir. Et j'ai connecté dans ma tête d'enfant le fait que moi aussi je pouvais les voir. C'était quelque chose qui n'était pas forcément évident. Donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire aussi dans les écoles pour les amener de plus en plus souvent. Alors, c'est de plus en plus compliqué, hein, des problèmes voilà, de sécurité, de peur aussi des adultes. Je me rappelle très bien avoir donné des conférences à des jeunes enfants, et puis les jeunes enfants sont là, ils touchent un peu à tout, et les professeurs sont ceux qui ont le plus peur qu'ils se fassent piquer, que les parents ensuite leur disent « Ah, mais vous n'avez pas fait attention ». Voilà, on a de moins en moins de ça, et je pense que ça fait qu'on a finalement une consommation très visuelle de la nature, au lieu d'avoir une consommation, enfin une expérience en fait de cette nature. Et vous évoquez aussi dans le cadre des moteurs de recherche avec les pages qui sont le plus lues ne sont pas forcément celles qui sont les plus fiables scientifiquement, ce qui est aussi une façon de déconnecter chacun d'entre nous à la nature, et c'est ce que vous essayez aussi de faire, c'est-à-dire essayer de nous reconnecter avec le fait de nommer les choses. C'est peut-être aussi une première approche. Oui, je pense que c'est vraiment un nouveau défi du scientifique, hein. Les fake news, le fait que tout le monde peut un peu donner son avis sur tout. Alors il y a des côtés positifs à ça, mais il y a beaucoup de côtés négatifs aussi. Quand on prend le changement climatique, il y a une étude récemment qui a été faite qui montre que globalement sur la toile, sur Internet, on a à peu près 90% des vidéos qui sont non climato-sceptiques, donc qui sont, je dirais, scientifiquement fiables, et donc c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une grande majorité quand même des vidéos sur YouTube notamment qui sont bien. Par contre, quand on regarde le nombre de vues, on est à peu près à 50-50. C'est-à-dire que, en dépit du fait qu'elles font que 10% des vidéos sur la toile, c'est vidéos dans lesquelles, alors elles ne sont pas 100% climato-sceptiques, hein, souvent ils sont bien plus intelligents que ça, et donc ils font passer des messages plus ambigus, mais ces 10% seulement de vidéos ont autant de vues finalement que les vidéos qui sont, elles, fiable scientifiquement. Donc on voit que le scientifique d'aujourd'hui est amené aussi à ça, peut plus rester dans sa tour d'ivoire un petit peu, doit venir sur cette scène. C'est aussi le but du jeu ce soir, le but du jeu dans les livres, de se donner un petit peu pour prendre la scène aussi et l'interaction avec la société pour contrecarrer ces savoirs qui sont en train de se faire et qui sont pas forcément, qui nous aident pas forcément à sortir du piège dans lequel on est. Alors vous finissez quand même par 2 pages avec des notes d'espoir dans l'ouvrage. Le premier, c'est vous portez comme espoir la particularité du cerveau humain et de son développement après la naissance, en soulignant par exemple que l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que l'homme étant entité centrale de l'univers, n'émerge qu'entre 3 et 5 ans. Faut-il ôter les 3-5 ans de notre vie ? Oui, c'est bien, oui et non. Enfin, je sais pas si, voilà, une fois qu'on a 5 ans, effectivement, on a tendance à montrer que petit à petit, on commence à centrer un peu tout sur soi. Je pense que ça encore, c'est beaucoup dans l'éducation quand même, dans l'écoute de l'autre, dans l'intelligence sociale, dans le fait d'être. Il y a une notion qui apparaît beaucoup, qui est la notion du care, du soin qu'on peut avoir. Ça ramène aussi à ces grottes et à ces mains de femmes qu'on a trouvées. Il y a les aspects de prendre soin de quelque chose, d'avoir. Je pense que le milieu associatif, tout. Il y a aussi le côté Monopoly, par exemple, que je cite aussi dans le livre, hein, où le Monopoly, c'est typiquement le jeu du capitalisme, alors qu'au début, il a été créé contre le capitalisme, pour faire une critique du capitalisme. Alors, est-ce qu'on peut avoir de plus en plus de jeux, justement, où c'est de la coopération qu'il y a il y a des jeux comme Fortnite, par exemple, où il faut être le dernier à être là. Par contre, il y a d'autres jeux où c'est de l'intelligence collective
collective qui est mise en place. Et il y a des gens qui étudient, par exemple, l'impact de l'intelligence collective pour résoudre des problèmes, pour battre des maîtres d'échecs, etc. Où on voit justement que, en étant avec les autres, en élan de l'entrisme, d'être vraiment à l'écoute des autres et d'essayer plus d'être dans des aspects de coopération. Donc on revient notamment au concept des biens communs. On arrive à aller au-delà de ça. Donc il faut continuer sur ces aspects de communauté, sur ces aspects. Je pense que c'est peut-être des concepts qu'on doit faire plus quand on est petit aussi, faire mieux collaborer encore les étudiants entre eux. Moi je suis allé en classe prépa. La classe prépa c'est les uns contre les autres avec la liste à la fin. Les 20 premiers passent, les autres il y en a. Donc voilà. Donc il y a je pense quelque chose à modifier quand même sur l'interaction qu'on peut avoir entre les étudiants, entre les jeunes, pour faire ressortir ces aspects vraiment de coopération. Effectivement, il y a une sorte de relation des fois ambiguë avec la nature. Il y a certaines personnes qui aiment aussi marcher un petit peu pour avoir peur. Après, le degré de nature, il dépend beaucoup des gens. Il y a des gens, ils ont un parc en ville, c'est déjà de la nature et c'est très bien. Et il y a déjà des effets positifs de la nature. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les effets positifs, bénéfiques, psychologiques de la nature sur l'homme. Et rien qu'un parc dans une ville, par exemple, peut avoir des effets positifs. Après, on peut aller effectivement. Moi, j'ai besoin d'un degré de nature qui est plus élevé que ça. Donc, j'ai besoin d'aller dans des endroits où j'arrive à voir certaines espèces ou certains paysages dans lesquels je retrouve plus de traces de l'homme, où j'ai l'impression de voir des espèces que je trouve pas ailleurs, etc. Après, la peur, ça peut dépendre quand on y va, des bruits. Là, en ce moment, il y a le brame du cerf. Voilà, ça peut être des moments de se faire peur, mais ça peut être aussi des moments où la peur nous permet de nous rendre compte finalement qu'on n'est pas dominant, finalement, qu'on peut très vite se retrouver dans une relation de pouvoir qui s'inverse. Et ça peut être des choses intéressantes, mais peut-être à faire avoir justement aux enfants quand ils sont plus petits. Mais maintenant, le problème, c'est que le rayon d'action et le rayon de jusqu'où on laisse nos enfants se balader, etc. Et c'est réduit considérablement. Donc on n'a plus ces aspects un peu. Je pense que la peur, il faudrait la transformer en curiosité. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur quand un chien s'approche, on peut avoir peur quand on va dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller. Et si on le transforme en curiosité, on peut essayer de voir la partie bénéfique de ça et de dépasser un peu ses limites. Mais on a tendance effectivement à aller dans des schémas mentaux qui sont un peu plus cadrés pour pas laisser place peut-être aux aléas, à la chance, à des choses comme ça. Et donc c'est un peu dommage, à l'imprévu, voilà. Vous concluez votre livre par cette idée de l'espoir impératif, et vous citez évidemment Pierre Rabhi avec l'exemple du colibri. Au vu du dérèglement climatique déjà engagé, ne nous reste-t-il plus qu'à jouer au colibri en pissant sous la douche? Oui, c'est vrai, c'est toujours un petit peu quelque chose qui est mis en dérision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Est-ce que le fait que je mette moins d'eau chaude, que je prenne des douches moins longues, est-ce que le fait que j'ai une voiture électrique ou pas? Voilà, on commence à faire des calculs et on a souvent des gens qui disent ouais, mais tu sais, les batteries finalement ça compte. Enfin voilà, moi je pense qu'il faut vraiment revenir sur quelque chose d'éthique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de calculer. On sait qu'on a une empreinte considérable, notamment dans les pays comme la France ou les pays occidentaux, dits riches, que forcément tout ce qu'on peut faire, ça a un impact, on sait, international, avec le fait que les produits viennent différents endroits, l'empreinte hydrique où je cultive ma tomate, qui devient des enjeux diplomatiques quasiment. Voilà, on va aller dans d'autres pays pour que eux aient la charge de l'eau de faire cultiver la tomate, et on va l'importer en France pour que finalement la tomate qu'on ait, ce soit une tomate dont l'empreinte hydrique, dans l'empreinte écologique en eau, ait été portée par un autre pays. Donc on voit qu'il y a des enjeux comme ça. Je pense que c'est vraiment une question éthique. Alors en y réfléchissant, je suis pas arrivé à mieux que ce qu'a proposé Pierre Rabhi, c'est-à-dire l'allégorie du colibri, de faire sa part. Je pense que quelque part, c'est se placer chacun face à son propre niveau de responsabilité. C'est un concept un peu philosophique, je pense, de notre propre relation avec la nature, et de voir ce que nous on peut faire. Alors certains vont être végétariens, d'autres vont effectivement économiser mais finalement, peu importe ce que ça va apporter en termes de calcul exactement de combien on va diminuer l'impact. Je pense que c'est plutôt se relier de nouveau à la nature, d'avoir un comportement, une éthique vis-à-vis de la nature qui est celle qui nous convient. On va tous en avoir une différente, et puis chacun est un petit peu face à son destin et face à ses décisions en fait. Voilà, parce que pour le changement, il y a en gros le niveau ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire depuis en gros les pays, les grandes institutions, et puis il y a le niveau bottom-up qui est plutôt de l'individu. Je pense que ce qui ressort de ce que vous dites, effectivement, ce que fait l'individu, c'est qu'il s'adapte.
Ça a été ce qu'on a fait pendant des millions d'années, et donc le colibri il s'adapte, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau feu, alors même s'il s'adapte de manière un peu dérisoire, il essaye de lutter contre le feu. Là, ce que vous décrivez effectivement, c'est que finalement on prend le fait d'avoir des feux, et ce que j'ai appelé tout à l'heure l'amnésie écologique, oui. On en a parlé avec les étudiants, le fait d'accepter petit à petit les nouvelles conditions environnementales, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu quand vous étiez né, c'est pas la même chose que ce que vivent les jeunes, et finalement eux ils reprennent comme ligne de base l'environnement tel qu'ils l'ont connu. Du coup, ils s'adaptent à un nouvel environnement. Et du coup, effectivement, on s'adapte à ces nouveaux feux qui existent. Et il faudrait, par rapport à ça, de la transformation. Typiquement, quand on a les feux qu'il y a eu en Australie ou même les feux en France, qu'on va dire, c'est on va mettre un nouveau système au niveau des pompiers pour qu'ils soient encore mieux adaptés. On va mettre des nouvelles citernes dans des endroits stratégiques. On va peut-être essayer de prévenir un peu, mais globalement, on va s'adapter. On va pas se dire il faut qu'on transforme complètement le système. Et ça, transformer le système, je pense pas que ça peut se faire au niveau d'une personne. C'est vraiment des politiques qui doivent être prises de manière consensuelle et coordonnée entre différents pays ou au niveau d'un État, où tout d'un coup on se dit on peut pas accepter qu'il y ait autant de feux. Alors bien sûr, le changement climatique, c'est tout le monde est coupable entre guillemets, mais je pense qu'il y a ces deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un niveau où l'homme peut effectivement se sentir qu'il peut faire quelque chose. Alors il peut y avoir des transformations personnelles. Personnellement, depuis 5 ans, je suis végétarien. Voilà, pour moi, c'est une transformation. Il y a un avant et un après. Mais sur des chocs qu'on perçoit, des feux, des sécheresses, etc., et qui sont un peu externes et sur lesquels on n'a pas vraiment d'emprise, je pense que revient ensuite le côté adaptation et le côté de faire notre part. Merci Olivier Dangle pour vos réponses. Je vous invite à consulter le livre et l'acheter parce que rien de mieux que de nommer les choses pour pouvoir les comprendre. Je vous invite donc, pour mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique et d'en maîtriser les concepts, je vous propose de profiter de cet ouvrage Une autre terre, lexique illustré de la nature à protéger. Merci beaucoup. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Vous pouvez aussi retrouver cette rencontre ainsi que les précédentes sur notre site internet www.1.1trait.fr. Merci et à bientôt.